La Belgique a moins de pauvres en moyenne que ses voisins, mais les pauvres y sont encore plus précarisés malgré un haut niveau de dépenses sociales. Notre action politique manque d'efficacité. C'est la conclusion, une des conclusions du rapport Itinéra publié il y a quelques semaines par les professeurs Jean Hendricks et Joël Van Cauter. Joël Van Cauter, qui est notre invité ce soir et qui nous rejoint en studio, ainsi que Karine Lallieu, ministre fédérale socialiste en charge de la lutte contre la pauvreté. Bonsoir à tous les deux. Alors les chiffres d'abord, plus de 2 millions de personnes connaissent en Belgique un risque de pauvreté ou d'exclusion. Alors quand on parle de risque de pauvreté, cela signifie quoi? Donnons des chiffres très concrets. Pour 2022, c'est un ménage qui ne dispose pas d'un revenu de 1 366 € net par mois quand on parle d'un isolé, et c'est 2 868 € pour un ménage composé de 2 adultes et de 2 enfants de moins de 14 ans. 1 366 pour un isolé, 2 quasi 900 pour un ménage de 4 personnes. Alors, ce risque de pauvreté, Joël Van Cauter, il est plus élevé en Belgique que dans les pays voisins. C'est ce que vous avez pu identifier. Expliquez-nous pourquoi. Quelles sont les causes, si on veut résumer? En effet, c'est plus élevé que dans pas mal de pays voisins, pour des dépenses sociales qui sont plus élevées aussi. C'est difficile de dire exactement pourquoi. Il y a un ensemble de causes diverses. D'abord, il faut dire qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que le système de sécurité sociale dans l'ensemble, il fonctionne. Que si il n'existait pas, on aurait 2 fois et demi, 3 fois plus de personnes en situation de pauvreté. Et qu'il y a aussi beaucoup de projets qui fonctionnent bien. Mais une des raisons pour lesquelles on a peut-être ce niveau de pauvreté, c'est que l'ensemble du système fonctionne pas aussi bien que ce qui pourrait fonctionner. Ce qui vous interpelle, en fait, c'est le fait que ce taux, si on le met en corrélation avec le niveau des dépenses sociales et qu'on compare ce rapport avec ce qui se fait ailleurs, aux Pays-Bas ou en Allemagne, on se dit qu'on devrait pouvoir mieux lutter contre la pauvreté avec les moyens qu'on y consacre. Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas du tout de dire il faudrait dépenser moins, mais il faudrait dépenser mieux. Donc il s'agit de rationaliser et pas de rationner. Ça veut dire qu'on gaspille ? Ça veut dire que oui, d'une certaine façon, en tout cas, on pourrait mieux faire avec les moyens qu'on a, notamment parce que, et ça c'est peut-être une des raisons, c'est qu'il y a très peu d'évaluation d'impact. Donc il y a toute une série d'acteurs qui soient publics ou associatifs, qui mènent des actions, qui dépensent des moyens, qui ont des ressources humaines, des moyens logistiques, et leur action est dans l'ensemble peu évaluée. Donc il y a des centaines de rapports, de pages de rapports à rendre, mais c'est souvent des rapports, presque toujours des rapports sur la manière dont on dépense l'argent, pas à quoi ça sert, comment ça change la vie des gens. L'impact, c'est vraiment crucial. C'est ça, en fait, qui est décisif. C'est en quoi les moyens utilisés vont permettre à des gens d'avoir une vie meilleure, d'avoir plus de bien-être, et la collectivité par... Et ce manque d'études d'impact, c'est une question culturelle, selon vous? On parle beaucoup d'études d'impact dans les pays anglo-saxons, notamment quand on mène des politiques. Est-ce que c'est quelque chose de culturel, ou vous pensez que c'est propre peut-être à un système belge qui est un peu compliqué, avec différents niveaux de pouvoir, qui sont en charge avec... C'est probablement les deux. On voit que c'est pas propre à la question de la pauvreté, qu'il y a peu d'évaluation de politique culturelle de manière générale, quel que soit le sujet en question en Belgique. Mais on voit aussi que dans un pays comme la France, par exemple, même s'ils ont France Stratégie, et quand on compare, par exemple, les plans de lutte contre la pauvreté en France et en Belgique, on va beaucoup plus loin dans l'évaluation et dans les recommandations en France que chez nous. Mais néanmoins, cette tradition d'évaluation de politique publique n'est pas énorme dans les pays latins. En effet, ou pas des pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves aussi, ça se fait beaucoup plus. On va faire répondre Karine Lallieu. Vous êtes dans la vie publique depuis un certain temps déjà. C'est vrai que quand on dépense de l'argent pour les politiques de lutte contre la pauvreté, on se dit c'est important de savoir quelle politique fonctionne, quelle politique ne fonctionne pas, combien de personnes ça permet d'aider exactement, significativement. Est-ce que vous partagez ce constat qu'on manque sans doute d'outils pour avoir une vue? Alors on manque pas d'études, etc. Et merci de faire des études pour savoir effectivement où on en est, comment on peut avancer, et des recommandations qu'on partage en grande partie. Alors c'est vrai qu'il y a différents niveaux. Dans le cadre des politiques mises en place
par exemple par les CPS, dont j'ai la charge au niveau fédéral, il y a des études d'impact. Puisque tous les appels à projets, par exemple, on fait des appels à projets pour des familles monoparentales, puisqu'on sait qu'on doit cibler, pour être beaucoup plus efficace, nos politiques ou concernant la pauvreté infantile ou le budget de référence, il y a chaque fois des évaluations faites par l'extérieur, c'est-à-dire par des centres universitaires, par des groupes, par des experts pour évaluer les politiques. C'est vrai que les politiques des CPS sont aussi évaluées, puisque chaque fois qu'on donne un revenu d'intégration sociale, il y a une enquête sociale et puis il y a une évaluation. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas évaluées et que vous voudriez voir évaluées pour pouvoir adopter des politiques plus efficaces? Oui, je crois qu'une évaluation globale. Alors, il y a les politiques publiques aux institutions publiques. J'ai parlé des CPAS, qui sont les institutions publiques. Alors, après, à côté de ça, il y a des associations qui sont financées par le public, comme vous l'avez dit, et effectivement, qui font un travail remarquable aussi sur le terrain, où là, sans doute que les évaluations et les impacts sont moins faits. Mais c'est récent au niveau public aussi. C'est très récent. C'est vrai qu'on a fait un plan de lutte contre la pauvreté au niveau fédéral qui a mis du temps pour naître. Je suis d'accord, on l'a fait avec les acteurs de terrain et il y a un suivi et une évaluation avec les acteurs de terrain. Comme la législature est déjà très courte et le plan est sorti très tard, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que j'ai transformé ça en projet de loi qui va passer dans quelques semaines au Parlement, où là, il sera mis que chaque gouvernement devra faire un plan de lutte contre la pauvreté, devra le faire avec les acteurs de terrain, avec un suivi et avec une évaluation extérieure. Donc c'est important de poser les jalons pour qu'on passe à autre chose et pour voir l'efficacité des politiques que l'on met transversales, parce que c'est des politiques transversales que l'on met en place. Et je termine par dire aussi, comme on est dans un État avec des entités fédérées et des compétences divisées, on a aussi réactivé, c'était aussi une des recommandations, je pense que vous avez faites, la conférence interministérielle pour ce que l'ensemble des ministres en charge de lutte contre la pauvreté puissent se parler et fassent un plan global. On l'a réactivée, elle n'était plus activée depuis des années, mais il y a une volonté, une prise de conscience dans cet État en disant que la pauvreté, effectivement, est trop élevée dans un État riche comme le nôtre. A déjà produit ses effets, c'est bien, Joëlle Van Cotter. Alors quelque chose fait avant, mais les recommandations sont toujours importantes. Quelque chose que vous notez et qui a attiré mon attention, Joëlle Van Cotter, c'est que il y a un glissement de la pauvreté en Belgique des personnes de plus de 65 ans vers les personnes en âge de travailler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services en fait qui sont à destination des personnes âgées qui, selon vous, en ont peut-être pas autant besoin si on doit répartir les choses efficacement. Alors, en termes de... Peut-être juste un point sur la question de l'évaluation. C'est vrai et on ne dit pas qu'il n'y a pas d'évaluation. C'est vrai qu'il y a des évaluations, mais pour être honnête, dans le service public, elles sont à la marge. Le cœur de l'activité n'est pas assez évalué. Alors, en ce qui concerne l'évolution des publics, effectivement, ça c'est une des choses qui apparaît. Donc, quand on regarde l'évolution de la pauvreté sur les 20 dernières années, en gros, ça a l'air à peu près constant. Mais c'est un trompe-l'œil, parce que les publics changent. Alors, en effet, après la guerre, le pauvre, c'était le petit vieux. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a, grâce au système de pension, qui a vraiment changé la donne. Et par contre, il y a des fragments de la population qui se paupérisent fortement. C'est les jeunes, c'est les familles monoparentales, c'est les immigrés qui sont d'origine extra-européenne. Alors, on ne dit pas que les dispositifs pour les personnes âgées doivent être supprimés et remplacés par des dispositifs pour les jeunes, mais il faut vraiment faire très très attention à cette paupérisation grave d'une partie de la population qui est en train de glisser, parfois qui passe complètement sous le radar. C'est toute la question du non-recours au droit. Et on peut craindre que cet écart s'accentue et que la partie de la population qui dérape soit encore plus en difficulté à l'avenir. Parce qu'il y a des tendances lourdes dans la société. Par exemple, l'isolement, la solitude. On sait que c'est un problème lié à la pauvreté. L'obésité, on a eu les chiffres il n'y a pas longtemps qui est en train d'exploser. On sait que les questions de santé sont liées à la pauvreté. Donc il y a des tendances lourdes qui vont probablement alimenter cette fragmentation. Vous parliez de la santé. J'aimerais qu'on écoute Angela Andriola. Elle nous avait accordé un témoignage il y a de ça quelques mois. Pour finir, je suis devenue insomniaque parce que pendant la nuit, on pense comment je vais faire, ce que c'est, que là, si je dors 2 heures par nuit, c'est beaucoup. Et vous portez des soins? Oui. Comme la kiné pour mon instabilité réduite, je n'y vais pas pour le moment.
Voilà, le témoignage d'Angela qui montre à quel point c'est une spirale, hein, Karine Lallieu, et c'est vrai que aussi bien la question du logement que la question de la santé sont absolument cruciales, et ça ne fait qu'empirer en fait. La pauvreté est multifactorielle, hein, bien évidemment, et souvent on multiplie les indicateurs chez une personne, notamment en matière de santé, en matière de difficultés sociales, en matière d'isolement. Alors c'est vrai que on peut être fier dans ce pays parce que la pauvreté des personnes âgées, à peu près dans tous les pays européens, augmente depuis la crise Covid. Avec effectivement l'augmentation de la pension minimum, le comité de vieillissement a mis que la pauvreté des seniors va presque s'éteindre, et je pense qu'on doit en être fier parce que c'est une part effectivement de la population qui sera en dehors effectivement de cette pauvreté. Par ailleurs, il y a des phénomènes effectivement qui sont apparus il y a une dizaine, vingtaine d'années, c'est notamment toutes les familles monoparentales. Dans nos grandes villes, les familles monoparentales, ça devient pas la majorité, mais près d'un tiers, même plus d'un tiers des familles. Évidemment, c'est un appauvrissement total de ces ménages. Souvent, c'est une maman solo à la tête des familles monoparentales avec toute la problématique du père qui a abandonné et qui ne paye même pas de pension alimentaire. Et qu'est-ce qu'on fait, Karine Lallieu, par rapport à ces situations, à ces nouvelles situations problématiques? Il y a différentes choses. Si ces familles sont au CPS, on a vraiment maintenant mis en place des plans et des projets, le projet Myriam, pour soutenir ces familles, pour faire en sorte que ces mamans reprennent confiance en elles, puissent aller dans un réseau social, puissent effectivement aller vers l'insertion, le travail, la formation, et surtout déculpabiliser, parce qu'elles culpabilisent par rapport à leurs enfants et elles sont complètement perdues. Ça, on travaille. Mais il faut aussi, à un moment donné, faire en sorte, et c'est pour ça qu'on a augmenté le salaire minimum, c'est qu'aujourd'hui, l'autre population, c'est toutes ces populations isolées ou ces travailleurs pauvres qu'on ne connaissait pas avant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec les flexi-jobs, avec le salaire minimum qui n'avait pas augmenté, et on l'a augmenté avec le travail à temps partiel, je pense à ces caissières de Deleuze qui étaient dans la rue aujourd'hui, eh bien, on ne sait plus vivre dans notre société par rapport au logement, etc. Et donc, c'est multifactoriel. Il ne faut pas seulement se dire qu'il faut tomber au CPS. Non, il faut faire en sorte que ces personnes qui ont un travail, qui ont des parcours difficiles, puissent vivre dignement avec un travail à temps partiel ou autre chose. Et là, je pense qu'il faut faire en sorte que des droits dérivés continuent, donc c'est-à-dire un tarif social, par exemple, en matière d'énergie, en matière d'eau ou autre chose, puissent accompagner un travailleur ou une travailleuse qui, effectivement, a un salaire assez bas pour qu'elle puisse continuer à vivre dignement avec ses enfants. Vous parlez des familles monoparentales. J'ai entendu un témoignage d'une connaissance qui m'a frappée ce week-end. Une jeune femme qui vient de divorcer, qui se retrouve avec ses enfants. Elle n'avait pas beaucoup de biens puisque son mari lui avait dit « tu peux arrêter de travailler, je gagne assez ». Elle va au CPS. Elle a un statut BIM. Bon, très vite, elle essaye de se remettre sur pied. Elle a un emploi, un bon emploi. Elle commence à regagner de l'argent. Elle va au CPS et elle dit, ben voilà, je recommence à travailler. Sans doute, j'ai plus besoin de ce statut. Ah mais non, vous l'avez d'office pour 1 an. Vous pouvez le garder. Ça m'amène à cette question, Joël Van Cotter, parce que vous soulignez dans votre rapport le fait que les choses sont parfois un peu binaires en Belgique. On est pauvre ou on n'est pas pauvre, qu'il n'y a pas beaucoup de fluidité en fait d'un statut à l'autre, et que c'est peut-être problématique justement dans la lutte contre la pauvreté si on veut être efficace, parce qu'on sort très vite d'une catégorie un pauvre dans une certaine situation, même si un autre a les mêmes revenus dans une autre situation, vous prenez d'ailleurs l'exemple d'un moine ou d'un jeune qui se retrouve sans famille, avec les mêmes revenus, il ne vit pas de la même manière. Oui. Il y a un système qui est assez simple et qui est présenté, défendu par pas mal depuis longtemps d'ailleurs, c'est de changer la logique et de passer d'un système de statut à un système de revenus. Si on considère les revenus et pas le statut, voilà, le problème est réglé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je partage complètement cette recommandation. Je plaide pour effectivement que les droits dérivés soient en fonction, donc les aides à la crèche ou autre chose soient en fonction des revenus et non pas du statut, parce que effectivement sinon ça a des effets pervers, binaire, et ça a fait des effets pervers, et on y travaille. D'ailleurs aujourd'hui, on a obtenu effectivement Pierre Idermagne, le ministre du Travail, et moi-même, on a obtenu que quand les personnes retournent vers leur travail, vers un travail souvent à temps partiel au départ, et ont parfois peur de franchir le pas parce qu'on perd tous les autres droits dérivés, eh bien, ils puissent garder pendant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, les droits dérivés, parce que ça, c'est fondamental.
Mais si c'est si évident qu'il faille lier ces droits dérivés notamment aux revenus et pas au statut, comment ça se fait que ce n'est pas le cas aujourd'hui? C'est elle qui est ministre. Comment ça se fait que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Merci de me renvoyer. Il n'y a pas d'unanimité politique. Parce que, effectivement, on a toujours pensé autrement, que c'est une question, à un moment donné, de savoir où on va mettre aussi le curseur, et c'est une question de volonté politique. Alors, effectivement, je serai toute seule autour de la table du gouvernement. Je pense que je change l'ensemble des lois, parce que il n'y a pas qu'un statut, évidemment, hein, parce qu'il y a le statut des revenus d'intégration sociale, il y a les demandeurs d'emploi, il y a les allocations pour personnes handicapées. Donc, tout ça est très complexe, mais je pense qu'on doit arriver par là pour la dignité de chacun et pour surtout pour faire en sorte que les gens, qu'il n'y ait moins de pièges à l'emploi et pour que les gens puissent se diriger en toute sérénité. Mais a priori, c'est changer ça va coûter de l'argent ou ça va en faire gagner? Des études sont occupées à se faire. Alors, il n'est pas question de se faire gagner ou pas l'argent. Oui. Vous avez expliqué le cas. Il est question aussi d'égalité entre les citoyens. Et il faut faire en sorte qu'un citoyen ne se sente... Non, je cherchais juste à savoir si la résistance était le fait que ce soit une politique coûteuse. Non, on y gagnera parce que les gens, une fois qu'ils travaillent, ils payent des cotisations, ils s'épanouissent parce que la toute grande majorité des gens ont envie de travailler. Et quand ils se retrouvent dans des systèmes parallèles ou des systèmes d'allocation sociale ou d'aide sociale, ils ont envie de retourner au travail. Mais effectivement, s'ils se disent que du jour au lendemain, ils ont un temps partiel et ils perdent tout, eh bien, ça crée des difficultés pour ces familles. Un point encore très brièvement pour conclure, Joël Van Cauter. Vous dites qu'il faut cibler les politiques. Vous dites école et formation. Aujourd'hui, c'est crucial. Logement, revenus, santé. En disant ça, vous dites aussi qu'il faut éviter de disperser les politiques quand on a des moyens limités, malgré tout, même si on en dépense pas mal. Et même si on a des moyens illimités, enfin illimités non, mais importants. Oui, c'est vraiment une des clés à notre avis. C'est qu'il faut être beaucoup plus rigoureux dans la définition de ce qu'on veut faire et dans les moyens et méthodes. C'est absolument décisif. Sans ça, on va continuer à patauger. Il y a eu 4 plans, c'est le 4e plan que vous sortez. C'est le 4e plan et les 3 premiers ont été évalués par la Cour des comptes pour les 2 premiers et par l'administration fédérale pour le 3e. Et ils disent la même chose. Il y a plein de choses bonnes qui se font, mais pas assez d'évaluation, pas assez de précision, c'est pas assez ciblé. Donc il faut aller beaucoup plus. On retiendra ces 2 éléments-là. Et une dernière chose, si vous me permettez, et aussi avoir davantage d'alliances. En fait, il y a un éclatement des acteurs en Belgique et le fait de pouvoir se mettre tous autour de la table correctement pour agir par rapport à une action qui est définie avec un impact visé, ça permet de faire la différence. Ouais, parce qu'on sait que pour les allocataires, c'est aussi compliqué quand il y a beaucoup d'acteurs. Et donc ces alliances sont bénéfiques pour tout le monde. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat ce soir sur la pauvreté en Belgique.